Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce dernier webinaire de 2016 dans la série des webinaires que nous avions pu faire avec notre partenaire Commerzbank. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je le fais d'habitude, quelques petites précisions. Je vais essayer de ne pas trop tarder sur la partie théorique parce que je sais que ce qui est le plus intéressant à regarder ensemble, c'est la partie graphique. D'autant plus que, vous le savez, ce webinaire pourra vous être envoyé sur simple demande par PDF et vous pourrez le consulter à votre guise. Ensuite, pour ce qui est des questions, de temps en temps, je vais en voir apparaître. Je répondrai si je pense qu'il faut que je réponde tout de suite. Et si je pense qu'il vaut mieux attendre la fin de la présentation pour pas trop la réchurer, j'y reviendrai par la suite. Évidemment, si certaines questions n'ont pas eu le temps d'être traitées en direct aujourd'hui, vous pourrez nous les envoyer par mail et on pourra par la suite y répondre dans un second temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va s'intéresser à quelque chose d'assez populaire, hein, puisqu'il s'agit des tendances de marché, et non seulement d'assez populaire, mais même d'assez pratique, puisque vous le savez aussi bien que moi, qu'on soit gestionnaire ou trader ou investisseur lambda, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de déceler des tendances et de pouvoir profiter au maximum de ces tendances. Et c'est ce que j'aimerais essayer de vous aider à faire un petit peu à travers cette présentation. L'analyse technique, donc, qui est donc ma discipline première, c'est donc une discipline qui va étudier les graphiques des cours et en observant le passé et le présent, va permettre de pouvoir anticiper l'avenir de façon plus ou moins efficace selon les sous-jacents, selon un tas de critères. Qu'elles soient haussières ou baissières, donc comment peut-on déceler des tendances de marché? Comment savoir si l'on peut encore prendre le train en marche ou s'il est trop tard? Parce qu'il y a ça aussi, souvent on me dit « Ah, oui, ça a l'air haussier, mais ça fait 3 mois que ça monte, ça fait 3 semaines, est-ce que c'est trop tard, etc. » Quelles sont les figures techniques les plus utiles dans ce cadre-là? On va voir ensemble effectivement les figures chartistes techniques qui sont souvent précurseurs d'un début de tendance, et comment distinguer une tendance d'une temporisation, parce qu'effectivement parfois on peut avoir l'impression peut-être d'être dans une nouvelle tendance, mais il s'agissait juste d'une consolidation par exemple à la hausse ou d'un rebond quand on est à la baisse, donc ce qu'on appelle nous une phase de temporisation. Voilà. Alors qui suis-je? Encore une fois, je ne vais pas m'attarder du tout sur ce slide. D'abord parce que certains d'entre vous me connaissent, j'ai reconnu certains noms. Ensuite, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Moi, en gros, retenez juste que ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis sur les marchés, maintenant plus de 5 ans que j'ai créé ma propre entreprise, qui est donc un cabinet d'analyse technique qui permet à la fois à des institutionnels et à des particuliers de pouvoir bénéficier de conseils d'investissement via cette méthodologie. Alors, le vif du sujet, donc l'introduction dans un premier temps, un petit rappel, donc en matière d'analyse technique et plus largement encore en matière d'études graphiques au sens large, il va exister deux grandes phases de mouvement qu'on peut distinguer sur un graphique et sur les marchés de facto. Ces deux grandes phases sont donc les tendances, hein, qui peuvent être haussières ou baissières. Attention, hein, quand on parle de marché en tendance, il ne faut pas tout de suite s'imaginer qu'on ne parle que des marchés haussiers. Hein. Donc ça peut être une tendance haussière comme une tendance baissière. Et les phases dont on parlait à l'instant, qui sont dites des phases de consolidation ou de temporisation. D'accord? Ces dernières donc sont naturellement et de loin les plus difficiles à analyser, à gérer, à traiter. Pourquoi? Parce que justement, comme leur nom l'indique, c'est des phases dans lesquelles il n'y a pas de véritable tendance et dans lesquelles c'est beaucoup plus aléatoire, en tout cas beaucoup plus difficile de gérer. Mais le propos d'aujourd'hui, qui va nous intéresser, c'est donc le pendant de ces phases de consolidation, donc les phases de tendance du marché. Jusqu'ici, tout va bien, c'est très simple. Alors, on va appeler une tendance une phase de marché durant laquelle le directionnel sera donc clairement défini. Hein. Il faut savoir qu'on ne peut pas vraiment considérer qu'on est dans les marchés en tendance ces derniers temps sur du long terme. Maintenant, si on regarde sur du plus court terme, bon, on peut effectivement de temps en temps déceler des phases des tendances haussières, des tendances baissières. Voilà. Donc deux principales tendances, hein, la tendance haussière et la tendance baissière. N'oubliez pas qu'en termes graphiques aussi, tout est absolument symétrique. C'est-à-dire que lorsque vous avez une tendance haussière avec des figures, etc., de hausse, vous allez avoir la même chose à la baisse.
Il faut également savoir, même si c'est toujours déontologiquement et moralement un peu moins glorieux, hein, mais on peut tout aussi bien profiter d'une tendance baissière que d'une tendance haussière. Et je vais même aller plus loin, puisque les phases de baisse clairement définies sont souvent les meilleures tendances pour faire les meilleurs coups de trading, en tout cas. Hein, moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, comment distinguer maintenant des phases de tendance? Qu'est-ce qui peut permettre de distinguer et de définir en fait une phase de tendance? Donc, on va noter que ces tendances peuvent être par exemple appuyées par diverses figures chartistes. Le plus souvent, ça va être des obliques ou des droites, hein, c'est un support, donc des obliques de tendance, donc soit des droites de support à la hausse ou des droites de résistance à la baisse, mais également parfois des canaux de tendance. Je vous ai mis deux petits exemples une droite et un canal de tendance haussier, hein, les deux haussières. On voit sur le premier petit graphique sur la gauche, effectivement, hein, ici, que les cours viennent s'appuyer régulièrement sur une droite de tendance. Donc à chaque fois qu'ils reviennent sur cette droite, ils vont rebondir. Ou parfois, ils peuvent être même complètement enfermés, comme ici, hein, on le voit, dans un canal, donc deux droites parallèles, et vont rebondir tour à tour à la hausse sur la borne supérieure et à la baisse sur la borne inférieure. Voilà. Ça va être, et on le verra, hein, tout ce dont je vous parle ici, on va le voir par la suite sur des exemples concrets, mais ça, typiquement, ce sont des catégories de tendances qu'on va voir assez souvent, des canals et des droites, qui vont appuyer donc la tendance haussière ou baissière d'un marché. Ensuite, ces tendances peuvent être également déterminées par des cassures haussières ou baissières de figures chartistes importantes. Hein. Alors, ces figures peuvent être de tout type. Vous pouvez avoir des wedges, des canaux ou d'autres types d'obliques de long terme. Vous pouvez avoir des figures dites de continuation, hein, comme le flag qu'on a ici, qui a un drapeau, un triangle par exemple. Donc, il faut bien avoir en tête aussi que une tendance n'est pas toujours forcément inscrite au sein d'un canal ou sur une droite. Elle peut également être plus aléatoire, c'est-à-dire ne pas forcément répondre à une droite ou à un canal, comme on va le voir également sur des exemples graphiques, mais peut être malgré tout décelée sur des signaux assez forts. Donc, on le voit ici par exemple, une rupture de wedge comme ça, hein, on en verra une tout à l'heure par exemple sur le pétrole notamment, il y en a une aussi sur le CAC. Donc vous voyez les cours qui finissent par être enfermés au sein d'un biseau d'étranglement, hein, et qui finissent par craquer puisqu'ils n'arrivent plus là, à trouver un véritable potentiel haussier, et d'un seul coup, il craque. Hein. C'est tout à fait ce qu'on appelle un craquage. Donc ce type de craquage-là peut permettre de définir une tendance de plus ou moins long terme, et on le voit ici. C'était d'ailleurs ce type de configuration qu'on avait sur le CAC au moment de la crise du subprime. Donc vous voyez ce qui s'en est suivi, hein, 2007-2009, effondrement des marchés, inutile de revenir dessus, tout le monde s'en souvient. Bon, ici vous avez, à contrario, hein, ici c'est une figure de retournement, vous avez aussi parfois des figures dites de continuation, donc on a une tendance haussière, on rentre à l'intérieur d'une consolidation en flag, hein, en drapeau, et hop, ici, signal cette fois de hausse, qui définit la reprise d'une tendance haussière, puisqu'on est sorti de cette phase de temporisation, qui est une phase de continuation. Donc qui dit continuation, dit qu'on va reprendre, vous le voyez bien ici, la tendance qu'on avait avant de rentrer dans la figure en question. Quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui pour jouer sur les tendances? Effectivement, on peut toujours investir sur des actions. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Il suffit d'avoir un PEA, un compte titre, etc. Et vous pouvez acheter, vendre éventuellement des actions à l'intérieur de ce PEA. Mais ce n'est pas la seule façon que vous avez, évidemment, de pouvoir intervenir donc sur des sous-jacents quelconques. Et il y a une multitude de produits de bourse adaptés qui sont proposés par notre partenaire Commerzbank et que je vous invite à retrouver sur leur site, puisque chaque type de famille de produits va répondre à certains critères qui lui sont propres, qui sont très bien détaillés et expliqués dans les PDF de présentation du site de Commerzbank. Donc, nous, hein, on va s'intéresser de façon un peu plus large. On peut effectivement mettre en place une stratégie grâce aux options, donc à l'aide de call pour jouer la hausse ou de put pour jouer la baisse, qui vont permettre de bénéficier d'un effet de levier varié selon le produit choisi.
Je rappelle ici qu'un call put, hein, c'est tout à fait symétrique, comme on le voit sur le graphique, sur le petit schéma ici. Donc un call put, c'est le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre à un prix et une date fixée un certain montant d'un actif. Alors ça, c'est la définition propre de ce qu'on appelle une option. S'il est plus fréquent de jouer la hausse via des options call, hein, par exemple, ça peut être des turbos, des varants, etc. N'oublions pas, je vous l'ai rappelé en introduction tout à l'heure, qu'on peut effectivement également bénéficier d'une tendance baissière en jouant cette fois des options put. Et c'est certainement l'avantage, j'allais dire, des produits de bourse, c'est de pouvoir jouer des baisses sans forcément rentrer dans des considérations de vente à découvert, etc., puisque vous achetez en fait une option put qui vous permet donc de jouer la baisse. À mesure que le titre va baisser, votre option, elle, va prendre de la valeur. Donc, la mise en place d'une stratégie d'investissement via option apparaît donc un bon moyen de dynamiser votre portefeuille. Pourquoi? Parce que vous allez, de ce fait, bénéficier à la fois d'un effet de levier intéressant et également d'un prix d'entrée, d'achat qui sera moindre par rapport à ce que vous pourriez éventuellement envisager sur une action. D'accord? Cette solution reste cependant à mettre en place avec un certain savoir-faire. Là, j'attire votre attention. Ce n'est pas le type d'investissement qui sied à n'importe quel investisseur, à moins de faire appel à un professionnel en la matière. Donc vous pouvez évidemment faire appel à des gens comme nous chez DT Expert, dont c'est le métier, de vous conseiller sur ce type de produit. Ensuite, vous pouvez très bien essayer de vous y mettre par vous-même, mais je recommande très vivement d'avoir une certaine expérience et de faire très attention au départ, parce que c'est des produits qui peuvent prendre énormément et perdre donc énormément en très peu de temps, d'accord? C'est ce qui s'appelle d'ailleurs l'effet de levier, qui est sur un turbo ou un varant exponentiel, d'accord? Donc attention lorsque on décide d'intervenir via des options, et notamment des options un peu agressives comme les turbos ou les varants. Vous pouvez également jouer les tendances via des trackers ou des ETF, d'accord? Donc un tracker ou ETF, donc la traduction d'ETF, c'est Exchange Traded Funds, d'accord? C'est donc un fonds indiciel coté qui reproduit un indice boursier, regroupant un minimum de 5 sous-jacents. Donc évidemment, par exemple, le CAC 40 regroupe 40 sous-jacents, etc. Donc ce sont des indices qui peuvent être sous forme d'ETF. Donc vous allez pouvoir répliquer la performance d'un indice avec la même amplitude, c'est-à-dire répliquer exactement la performance de l'indice. Si le CAC prend 3%, vous prendrez 3%. Ou vous pouvez également prendre des trackers avec des effets de levier pour répliquer un peu plus fortement la performance. Par exemple, à la hausse, si vous prenez un tracker LVC x2, ben, vous allez faire x2 par rapport à la hausse du CAC. C'est-à-dire que si le CAC prend 2%, vous allez prendre 4%. En revanche, si le CAC perd 3%, vous allez perdre 6%. C'est très simple, hein, mathématiquement, c'est linéaire. Et certains trackers reproduisent la performance inverse de leur indice. Par exemple, un tracker short sur le CAC baisse lorsque le CAC monte et inversement, il va monter lorsque le CAC baisse. Donc le tracker peut également, un BX4 par exemple, peut vous permettre également de bénéficier d'une tendance inverse à la hausse, c'est-à-dire une tendance baissière, sur ce type de produit. Maintenant qu'on a vu ensemble cette première partie très théorique, on va s'attarder sur un, vous voyez là, je vous ai préparé quand même un certain nombre de graphiques, une vingtaine je pense, qu'on va regarder tranquillement. Je vais vous montrer avec la souris, donc j'espère que vous pourrez suivre, mais normalement oui, quelles sont les tendances en question, comment est-ce qu'on aurait pu les jouer, quels sont les pièges à éviter, etc. On va également mettre en application ce qu'on vient de voir d'un point de vue théorique, c'est-à-dire des canaux, des droites, mais également des ruptures, des sorties de figure. Et par la suite, on fera une conclusion et je répondrai à vos questions s'il y en a d'ici là, si certaines choses n'ont pas été très claires ou si vous avez besoin de certains renseignements sur des choses ou d'autres. Alors, on va commencer donc, comme vous le voyez, par un certain nombre d'actions. Je me suis focalisé sur le CAC 40, hein, comme ça, on est sûr que c'est des actions que tout le monde connaît, plus ou moins. Et puis également, j'ai pris 4 actifs parmi les plus suivis chez nous en France, qui sont, comme on peut le voir, le pétrole, dont on parle beaucoup, l'or, la valeur refuge, l'euro-dollar, évidemment, la paire mondiale majeure, et évidemment, pour finir, en dernier, garde le meilleur pour la fin, le CAC,
donc l'indice de référence français. Commençons donc par la première valeur qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'Air Liquide. Alors, Air Liquide ici, j'ai pris un graphique hebdomadaire. Si certains d'entre vous sont en train de suivre ce webinaire et font partie de nos abonnés, ils savent qu'on est positionné, nous, aujourd'hui, à la hausse, donc à l'achat, sur Air Liquide. Qu'est-ce qu'on voit ici sur ce graphique? Pourquoi est-ce qu'on s'était positionné à l'achat? Et qu'est-ce qui nous intéresse? Bon, on voit quand même assez clairement que les cours sont effectivement enfermés au sein d'un canal, sur un graphique donc en hebdo, donc d'assez long terme, depuis février 2009. À savoir que depuis 2009, hein, que ce soit février, mars, dans ces eaux-là, beaucoup de sous-jacents ont évolué au sein d'un canal ou au-dessus d'une oblique haussière. Certains en sont sortis, comme on pourra le voir, et d'autres y sont toujours, comme par exemple ici Air Liquide. Donc Air Liquide, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'à partir du moment où on a décelé ce canal de tendance, eh bien, ça va nous permettre parfois d'avoir un peu plus de confiance sur un investissement possible sur cette valeur. C'est ce qui s'est passé chez nous avec Air Liquide, puisqu'on le voit ici, on avait une zone de support très forte. D'abord, cette zone ici correspondait, comme on le voit, à la borne inférieure du fameux canal, hein, donc toujours dans la tendance. Ça correspondait également à un fort overlap sur les 86, hein, donc une zone de résistance ici, qui est venue jouer le rôle de support, on le voit ici, hein, à de nombreuses reprises, puis à nouveau ici. Et troisième élément intéressant sur Air Liquide, c'est que on a dépassé cette petite oblique là que vous voyez ici de résistance, qu'on est venu par la suite tester en pullback, c'est-à-dire revenir sur la borne inférieure donc du canal et à la fois sur certainement ce qui semble être la borne de résistance ici, avant à nouveau de rebondir. Tous ces éléments ont fait que on a acquis un peu plus de confiance sur la hausse d'Air Liquide et nous nous sommes donc positionnés à l'achat sur cette valeur en jouant donc cette tendance à l'intérieur du canal qui pour l'instant semble toujours tenir. Ce graphique avait été préparé je sais plus, la semaine dernière je pense, mais entre-temps Air Liquide a encore pris un petit peu de poil de la bête et doit, je pense, vraisemblablement se traiter au-dessus hein, des 100 € aujourd'hui. Donc on voit ici que c'est une tendance qui aura fonctionné. Après Air Liquide, une autre grosse valeur du CAC, Airbus Group, hein, donc anciennement ADS. Donc qu'est-ce qu'on voit sur Airbus? On voit là encore, de façon assez nette, et c'est toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis mars 2009, ce canal haussier à l'intérieur duquel les cours en ont cessé d'évoluer en s'appuyant de surcroît, comme on peut le voir sur ces traits bleus, sur des overlaps, c'est-à-dire ici des résistances qui sont venues jouer le rôle de support par la suite. Hein. On le voit maintenant, vous avez fini par savoir ce que c'est qu'un overlap, et si vous ne le savez pas, je vous rappelle qu'il y a une présentation disponible sur justement ce niveau extrêmement fort de l'analyse technique dont je parle de façon assez récurrente. Ici, Airbus est venu sortir à la baisse donc de ce canal haussier. Bon, il n'a pas pour l'instant, pour autant, décidé d'accélérer vers le bas, mais il n'a pas non plus, pour l'instant, décidé de reprendre sa tendance haussière au point de revenir à l'intérieur du canal, ce qui pourrait en effet être un signe de ce qu'on appelle de bear trap ici, c'est-à-dire un faux piège baissier qui commence à faire douter les investisseurs, mais que les cours décident de reprendre très rapidement leur tendance. Toujours est-il que sur Airbus, on pouvait d'abord jouer la tendance à l'intérieur du canal, éventuellement tenter de jouer la contre-tendance, c'est-à-dire de plutôt jouer la baisse à la sortie du canal en question. Et là, il n'y a plus qu'à surveiller le pullback ici, et qui va certainement correspondre à ce double top ici, qui sera notre prochain point pivot, à savoir si on passe au-dessus de ce point, oubliez la tendance baissière et revenez à l'achat. En revanche, si ce point-là arrête les marchés et que les marchés commencent à affaiblir, la prudence sera très très certainement de mise. Alors, je vais exceptionnellement, et parce qu'on a un peu de temps, revenir à la demande de Hervé qui me demande s'il n'y avait pas une divergence haussière RSI sur Air Liquide. Effectivement, on peut ici, alors, elle n'est pas extrêmement flagrante non plus, hein, cette divergence, hein, il faudrait la voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle une divergence
haussière sur un indicateur tel que le RSI. Donc le RSI est un indicateur de force de tendance, hein, Relative Strength Index, donc de force relative de tendance d'un marché. Maintenant, il indique également parfois des retournements potentiels à la hausse ou à la baisse. Alors, on parle parfois de zones de surachat quand le RSI commence à être autour des 70, voire au-dessus, des zones de survente quand il est autour des 30 en dessous, hein, puisque c'est un indice qui est borné de 0 à 100%. Et de temps en temps, vous allez avoir une valeur, par exemple des cours qui vont faire de nouveaux plus bas, alors que le RSI, lui, va faire de nouveaux plus hauts. Bon, c'est ce qu'on appelle l'apparition d'une divergence sur ce type d'indicateur. On peut effectivement envisager ici une légère divergence, elle n'est pas extrêmement marquée, mais ça reste effectivement un RSI qui fait des plus hauts, alors que le titre, lui, stagne ou fait de relatifs plus bas. Bon. On reviendra éventuellement sur ce type de configuration. Alors maintenant, ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, donc valeur matière première, hein, valeur métallurgique. Savoir qu'Arcelor aujourd'hui est de loin et restera, hein, puisqu'il reste, il reste quelques semaines, restera de très loin la valeur ayant le mieux performé du CAC sur 2016, hein, puisqu'aujourd'hui, je pense que Arcelor a dû prendre environ 110% depuis le début de l'année. Et on le voit bien d'ailleurs sur ce graphique. À noter également que Arcelor étant une valeur qui cote relativement bas, le pourcentage n'a pas exactement la même valeur sur une valeur qui cote 7 € qu'une valeur qui cote 70. Mais ça vous le savez. Donc qu'est-ce qu'on voit sur Arcelor qui nous intéresse? On voit beaucoup de choses hein, d'un point de vue technique, mais je voudrais attirer votre attention sur une chose, ici particulièrement, cette droite de support là, descendante. Hein, alors pourquoi c'est intéressant? D'abord parce qu'on va la regarder ensemble, on va voir à quel point elle est efficace. Également parce que ça vous permet de voir que des droites de support ne sont pas toujours, comme on en a ici une que j'aurais pu dessiner par exemple, ne sont pas toujours ascendantes. Hein. Vous voyez qu'on peut avoir une droite de support descendante, légèrement descendante. Et qu'est-ce qu'on voit très bien ici? On voit que entre mai 2005 et quasiment septembre 2015, donc pendant plus de 10 ans, on voit que les cours sont venus régulièrement trouver un appui sur cette oblique. J'insiste sur l'importance de cette oblique alors comment est-ce qu'on peut définir l'importance d'une oblique? Une oblique va être d'autant plus importante lorsqu'elle est testée à de nombreuses reprises, comme c'est le cas ici, et encore plus lorsqu'elle est testée à de nombreuses reprises dans des espaces-temps éloignés. Vous pouvez avoir par exemple une oblique qui va être testée, je sais pas, 30 fois en un mois, parce que pendant un mois, les acheteurs, à chaque fois qu'on revient sur ces niveaux, vont acheter, etc. etc. Bon. Lorsqu'on est là sur une oblique qui dure depuis 10 ans, et qui pendant 10 ans sert à chaque fois qu'on revient sur ces niveaux de support, hein, on l'a vu ici, si je devais zoomer ici, vous avez bien 5 ou 6 rebonds faciles sur ce niveau-là, ici rebelote, hein, on en a bien 2 ou 3, ici à nouveau, là encore, et là une dernière fois. Puis, en septembre 2015, et là aussi c'est très intéressant parce que ce que je voudrais que vous voyez là, ce que je voudrais que vous compreniez lorsqu'on fait des présentations comme ça ensemble sur de l'analyse technique, c'est pas uniquement pour se satisfaire intellectuellement ensemble d'avoir analysé un graphique passé. C'est pour pouvoir comprendre pourquoi, dans le futur, on peut envisager de jouer ces niveaux qu'on aura repérés. Là, sur Arcelor, à partir du moment où vous aviez commencé à identifier la droite, c'est-à-dire vraisemblablement à partir d'ici, vous pouviez commencer à la jouer, c'est-à-dire acheter à chaque fois qu'on revenait sur la droite. Pourquoi pas des options pour bénéficier d'un voyez, parce que les potentiels de hausse n'étaient pas très grands derrière. Et le jour où cette droite cède, à la limite, vous pourriez même ne pas acheter parce que vous vous dites que les cours commencent à faiblir et attendre la cassure. Et le jour où cette droite cède, vous voyez que derrière, vous allez pouvoir profiter de ce qu'on appelle un début de tendance, en tout cas ici, hein, à court terme, de là à là, vous imaginez bien que sur des options ou même sur le titre lui-même, il y avait largement de quoi prendre, de faire des gains relativement conséquents. Bon. Depuis, les cours ont rebondi hein, sur cet overlap, ils sont venus casser les résistances les unes après les autres, hein, ce qu'on appelle la résistance en pullback, jusqu'à cette borne-là, vous voyez, cette borne de résistance qui était quand même très forte ici, puisque à 5 reprises, les cours avaient buté dessus. Donc là, ici, dans ce front vert, je vous ai indiqué,
un signal d'achat assez intéressant. Donc même si ça a été une valeur extrêmement surperformante sur 2016, rien n'empêche techniquement de rester confiant sur ArcelorMittal en 2017. Voilà. Autre valeur ici maintenant, AXA. Donc AXA, grosse compagnie d'assurance française. Qu'est-ce qu'on voit sur AXA? On voit ici qu'on avait un canal haussier, effectivement. On voit également ici que les cours, notamment dans cette période-là, étaient venus s'appuyer sur une oblique de support qui était relativement intéressante. Et là, bingo, on est venu à nouveau s'appuyer ici sur cette oblique avant de sortir de ce flag ici. Et encore une fois, ceux qui sont abonnés chez nous savent que nous nous sommes positionnés sur AXA à l'achat et de façon plutôt très bénéfique puisqu'on est sorti la semaine dernière. Non, mais cette semaine, pardon, on est sorti avec un gain de 88%, je pense, sur le turbo AXA. Donc vous voyez bien, hein, et pour également vous familiariser avec les produits dont on s'occupe, vous voyez que avec une hausse d'AXA qu'on a dû acheter à peu près à la sortie du canal ici, hein, et les titres sont revenus, les cours sont revenus à peu près jusqu'ici, on a quand même pu prendre, nous, presque 90% sur notre turbo. Le titre Bouygues maintenant, alors le titre Bouygues nous intéresse d'abord parce qu'on voit ici par exemple qu'entre mars 2003 et l'été 2007, là aussi, grosse phase de hausse sur les marchés en général, sur le CAC et la plupart de ses valeurs. Donc on voit que Bouygues a évolué au sein d'un canal haussier, à l'intérieur duquel vous pouviez également jouer la tendance. Alors jouer la tendance, comme ce sera récapitulé à la fin de cette présentation, c'est dans un canal, acheter la borne inférieure et vendre la borne supérieure, d'accord ? Jusqu'au jour où ici, et c'est ça qui est encore plus intéressant hein, sur Bouygues, comme sur de nombreuses valeurs d'ailleurs courant 2007, au moment de cette crise de subprime, on voit que la cassure ici d'un canal haussier de cette importance a généré un potentiel de baisse très conséquent. Donc ici, à nouveau, une phase une tendance baissière à jouer de façon très nette. Voilà. Là, nous avions à nouveau une oblique un peu moins évidente, mais on voit effectivement que la cassure ici, très forte sur un gap très violent, avait pu générer des craintes légitimes sur le titre. Aujourd'hui, Bouygues est revenu au-dessus de cet overlap, reste encore sous cette forte oblique de résistance de long terme. On voit que depuis, de façon empirique, à chaque fois qu'il y a eu des plus hauts sur Bouygues, ils sont venus se faire coiffer par cette oblique. Donc on le voit ici à 2 reprises, et on le voit également ici à 4 ou 5 reprises. Hein. Donc ça va être le vrai signal, le vrai point pivot pour nous aujourd'hui sur Bouygues, il est là. Hein. C'est-à-dire que si on dépasse nettement cette oblique, je pense qu'il y a effectivement largement de quoi acheter la valeur. J'ai quelqu'un, Jean-Louis, qui me dit 89, je ne sais pas de quoi il parle, est-ce que c'est l'objectif qu'il a sur Bouygues? C'est possible, en tout cas, très bien. Donc, après Bouygues, ici, on a autre chose d'intéressant, les cours en hebdomadaire de Capgemini. Alors, on va voir sur Capgemini, on a un peu ce qu'on avait dans l'exemple que je vous ai montré dans la partie théorique, hein, le petit graphique avec le wedge. Hein, on avait, vous vous souvenez, on avait un wedge comme ça, et la sortie d'un wedge qui était un signal baissier assez important. Ici, qu'est-ce qu'on a sur Capgemini? On a une très forte droite de résistance, hein, vous le voyez, droite de support, qui marque une tendance haussière assez nette depuis octobre 2011, sur laquelle les cours viennent rebondir à de très nombreuses reprises, hein, dans un intervalle de temps assez éloigné quand même, malgré tout. Et on voit que là, récemment, les titres sont venus casser cette oblique de support, tout en trouvant une très forte zone de résistance ici, puisqu'on a un quadruple top, hein, quasiment sur ce niveau de résistance. Ce sont des signaux plutôt négatifs qui pourraient nous faire envisager une consolidation assez importante à venir sur Capgemini, avec donc des positions baissières à générer, en tout cas sur du court terme. Le titre Carrefour, qui nous intéresse davantage pour ce qui s'était passé avant les années 2000 ici, hein. De la même façon, on voit qu'on avait ici une oblique de support très forte qui pouvait permettre de jouer la tendance à chaque fois, c'est-à-dire initier des positions acheteuses à chaque fois qu'on revenait sur l'oblique ici en question. Et là, lorsque l'oblique finissait par céder, éventuellement inverser sa stratégie pour plutôt jouer la baisse, puisque depuis, les cours sont entrés dans une phase de baisse de plus long terme. On a ici un très bel exemple encore sur une autre grosse valeur du CAC, il s'agit de Danone. Sur Danone, on a un canal qu'on voit très nettement ici en bleu ciel,
avec deux bornes assez fortes, surtout la borne de support qui est en place depuis plus longtemps, hein, puisqu'elle a commencé ici. On voit effectivement, hein, chaque flèche verte indique les tests de cette borne inférieure. Les flèches rouges ici indiquent en revanche les tests de la borne supérieure, qui sont pas mal non plus. Dernier test de la borne du canal, c'est dans la borne supérieure en septembre dernier. Et au jour d'aujourd'hui, on se rapproche assez nettement de la borne inférieure. Donc là encore, une zone très intéressante à surveiller afin de savoir si la cassure donc engendrerait un nouveau potentiel de baisse, alors que le rebond, lui, engendrerait plutôt un nouveau potentiel de hausse. L'Oréal maintenant. L'Oréal, c'est la dernière valeur de notre portefeuille DT Turbo sur laquelle on est intervenu au jour d'aujourd'hui. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur Capgemini par exemple, on a sur L'Oréal quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire la sortie baissière d'un canal haussier de long terme. Canal assez propre, là encore, hein, avec des bornes assez solides. Et encore une fois, ici, l'apparition d'une très forte zone de résistance, hein, puisque cette zone qui est située autour des 176 € exactement, est venue coiffer les titres à une dizaine de reprises depuis le mois d'avril 2015. Le titre L'Oréal devrait donc être au cœur d'une phase de consolidation qui devrait se prolonger encore avec un potentiel d'une vingtaine de pourcents de correction à venir sur la valeur. Donc là encore, de quoi largement initier des stratégies intéressantes. Le titre LVMH maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur LVMH? On voit d'abord que depuis encore plus longtemps, hein, LVMH, donc valeur très, très solide, valeur défensive du secteur du luxe, inscrite au sein d'un canal légèrement ascendant, hein, c'est pas non plus une pente très très inclinée, mais quand même ascendant, qu'on voit ici en bleu ciel, hein. On voit notamment que depuis novembre 2008, les cours ont repris un petit peu de momentum et marquent davantage une tendance haussière avec des phases, j'allais dire, de temporisation relativement digestes, puisque ça c'est légèrement ascendante, même si elle a marqué une avancée des cours un peu plus périlleuse. Puis là, hop, sortie de cette phase, nouvelle petite impulsion haussière, nouvelle petite phase ici, test de l'overlap et à nouveau nouvelle impulsion haussière qui devrait mener les cours de LVMH dans un premier temps sur la borne supérieure ici du fameux canal. Donc là encore, un bon coup à jouer sur LVMH puisque le potentiel de hausse n'est toujours pas épuisé. Michelin maintenant, alors Michelin c'est intéressant puisque Michelin est borné entre une droite de support, voilà, avec les petites flèches vertes ici, et une autre droite de résistance. Donc cette fois, c'est pas vraiment un canal. Ça pourrait s'apparenter à un long wedge, mais c'est un peu trop étendu pour appeler ça véritablement un wedge. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a sur les cours bel et bien trouvé une oblique de support ici, et bel et bien trouvé une oblique de résistance ici. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que tant qu'on est à l'intérieur de ce large biseau, on peut s'amuser à jouer la tendance en achetant les retours sur la droite de soutien et en revendant à l'approche de la droite de résistance. Voilà, là encore, un exemple très concret de comment jouer une tendance décelée à l'aide de figures chartistes, par exemple. Ici, nous avons toujours dans la même veine, le titre Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, là encore une valeur défensive, inscrite au sein d'un canal ici assez intéressant, avec des signaux de vente sur la borne supérieure et des signaux d'achat ici en vert sur la borne inférieure. On voit ici également que les cours sont venus à plusieurs reprises tester cette borne inférieure avant de céder ici sous forme de gap et de finir par flancher jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas trop encore où est-ce qu'ils ont l'intention d'aller. Bon, toujours est-il que il nous semblerait, si on suit ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, que la sortie baissière de ce canal avec ici, hein, c'est là que c'est très intéressant, ce test ici, là, en pullback sur la borne inférieure du canal, devrait plutôt favoriser une phase de consolidation à venir sur le titre Pernod Ricard. Publicis maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici sur Publicis? On voit exactement, comme on l'a vu tout à l'heure, un canal ici, hein, avec une borne de résistance ici, une borne de soutien ici,
et la sortie ici baissière de ce canal avec un très très beau pullback à plusieurs reprises sur la borne inférieure du canal, ce qui devrait, je dis bien devrait, engendrer plutôt une phase baissière. D'aucuns pourraient également me demander s'il n'y a pas une sorte de épaule, tête, épaule ici. Hein, donc on voit bien quand on monte ici, on a une première épaule, une tête ici et une deuxième épaule là, ce qui là encore serait significatif d'une baisse à venir puisque l'épaule tête-épaule est, comme vous le savez, une figure dite de retournement. Sanofi, maintenant, Sanofi qui est une valeur sur laquelle je pense que c'est l'une des prochaines valeurs qu'on achètera au sein de notre portefeuille, parce que Sanofi, à l'encontre des autres valeurs qui sont sorties de leur canal, et un peu comme Air Liquide par exemple, Sanofi est resté à l'intérieur de son canal ascendant et est venu rebondir sur la borne inférieure ici, tout en dépassant cette oblique de résistance, ce qui là engendre un signal d'achat assez intéressant à venir sur cette valeur. Sodexo, toujours sur le CAC, valeur assez solide, hein, mine de rien, Sodexo, comme quoi. Et là encore sur Sodexo, on décèle deux canaux de tendance. Et là, vous voyez que certains canaux peuvent être relativement bien inclinés, donc avec une pente assez forte, donc une hausse assez marquée, ou une pente un peu moins forte, mais une hausse malgré tout constante à l'intérieur de ce canal. Donc pourquoi, là encore, ne pas se dire, tiens, je suis à l'intérieur d'un bon canal sur Sodexo, qu'est-ce que j'ai à perdre d'essayer quelque chose? Donc soit ça continue de monter et tout va bien, soit à un moment, ça finit par casser, et auquel cas, j'ai plus qu'à inverser ma position, et je suis quasiment sûr de rentrer dans mes billes très rapidement, puisque ça m'ouvrira la voie sur un potentiel très intéressant. Dernière valeur, action, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui avant de s'intéresser aux autres sous-jacents. Veolia, donc Veolia Environnement, très intéressant là aussi, puisque de façon encore plus marquée que les exemples précédents, on voit bien que Veolia était inscrit à l'intérieur depuis novembre 2012, elle aussi à l'intérieur d'un canal ascendant, et que les cours sont venus tester ce canal ascendant à quelques reprises, avant de complètement s'effondrer, ici, comme on le voit sur la cassure de la borne inférieure de ce canal ascendant. Et là, j'attire vraiment votre attention sur l'aspect très efficace que peut avoir une analyse technique. Vous voyez là la force du retournement, l'intensité du retournement sur la cassure de ce canal, c'est quand même assez violent, assez net. On voit bien ici, là, le titre a chuté de quasiment 5 €, boum, comme une flèche. Maintenant, passons aux sous-jacents autres qu'actions, et regardons, là encore, qu'est-ce qu'on peut envisager, notamment par exemple sur le pétrole. Alors pétrole, donc une valeur très atypique, extrêmement corrélée à une conjoncture assez complexe qui lui est très propre, et on l'a vu notamment récemment avec les diverses réunions de l'OPEP. Pétrole sur lequel on ne sait pas trop sur quel pied danser aujourd'hui, et je vous expliquerai chez nous qu'est-ce qui nous maintient encore un peu de prudence. Mais ce que je voudrais qu'on voit là, c'est l'exemple qu'on avait tout à l'heure dans la partie théorique. Vous voyez ce wedge ici, donc les cours sont dans une phase de hausse entre février 2009 et juin 2014. Après une tendance assez marquée, il rentre dans un wedge, donc avec un momentum de plus en plus faible, puisque ici, il trouve une phase de résistance assez importante. Ici, une phase de soutien toujours très importante, ce qui a fait que lorsqu'on a cassé nettement ce wedge à la baisse, on a ouvert à la voie un potentiel énorme. Et on l'a bien vu puisque les cours du pétrole de là à là ont subi une chute extrêmement violente. Et ça en l'espace de 2 ans à peine. Et donc là, sur la cassure ici de ce wedge-là, on avait déjà une indication de tendance baissière assez nette et assez intéressante. Maintenant, regardons les cours de l'once d'or. Alors, l'once d'or, je voudrais qu'on voit autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir sur ce graphique de long terme, et qui reste tout à fait dans le sujet du jour. L'once d'or, vous savez, l'or est souvent appelé valeur refuge, c'est la valeur derrière laquelle les investisseurs se réfugient quand ils ont l'impression que les marchés indices actions vont aller mal. On l'a vu récemment,
On l'a vu de quelle manière? En 2016, on l'a vu au début de l'année, lorsque les marchés indices actions, vous vous souvenez, ont très fortement chuté jusqu'en février, et où là, l'once d'or, qui était fin d'un canal baissier, a validé un retournement haussier pour venir tester de nouveaux plus hauts. Mais on voit également, on l'a vu également lors de l'élection de Trump, par exemple, où avant de savoir exactement ce qu'il allait en être, l'once d'or a fait ce qu'on appelle un spike, c'est-à-dire a fait une accélération haussière très forte avant de reprendre à la baisse. On peut le voir très légèrement ici. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse sur l'once d'or? Regardez les 4 phases que je vous ai indiquées ici, qui correspondent aux choses suivantes. Ici, avant les années 80, l'once d'or marquait une très forte hausse, vous pouvez le voir jusqu'en janvier 80. Après, entre les années 80 et les années 2000, donc pendant une vingtaine d'années, alors que les indices actions avaient le vent en poupe et marquaient des plus hauts constants, avec notamment une apogée lors de l'année 2000, pendant ce temps-là, l'or, lui, stagne à l'intérieur d'un large triangle de consolidation, d'accord, qu'on voit bien ici, A, B, C, D, E, d'accord. Bon. Troisième phase, ici, lorsque l'once d'or finit par s'affranchir de ce triangle-là, et au moment où finalement c'est l'éclatement de la fameuse bulle Internet sur les marchés indices actions et la grosse crise baissière, la première grosse phase de baisse importante des marchés depuis les années 2000, donc entre 2000 et à peu près mars 2003. Donc on voit que pendant ce temps-là, l'or, lui, pendant que les marchés ont stagné, ont corrigé, ont baissé, l'once d'or, lui, a explosé, pour arriver jusqu'en septembre 2011 sur un plus haut et rentrer à nouveau depuis ce mois de septembre 2011 au sein d'une consolidation, temporisation, sans véritable tendance et plutôt même dans une tendance relativement baissière. Or, qu'est-ce qu'on a remarqué sur les indices, la plupart des indices actions, que depuis septembre 2011, les cours avaient retrouvé une dynamique haussière qui leur a permis de reprendre un certain nombre de points, que ce soit pour les indices ou d'euros pour les actions. Aujourd'hui, l'once d'or, malgré la sortie du triangle ici, est venu trouver une forte résistance sur cette oblique-là. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que la sortie de ce triangle va rester validée, ce qui veut dire que l'or ne va pas revenir à l'intérieur du triangle, ou est-ce qu'au contraire, finalement on s'est trompé et les indices et les actions vont avoir le vent en poupe, et donc l'or va au contraire continuer de baisser. Bon, ça, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je sais que la correction actuelle commence à être assez violente. Donc on voit ici que on a un autre exemple de jouer une tendance, c'est la sortie qu'on voit ici dans ce rond bleu, la sortie d'une phase de consolidation dite de continuation. Donc là, on a une figure de continuation en triangle. Donc hausse, figure de continuation en triangle, et à la sortie de la figure, hausse. Voilà. Avant-dernier sous-jacent, avant de passer à la conclusion et éventuellement répondre à quelques questions. Alors, je répondrai à Ellie juste après avoir regardé l'euro-dollar. Alors, euro-dollar, pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné? D'abord parce qu'on voit des choses assez intéressantes d'un point de vue visuel. On voit que depuis 2008, l'euro-dollar a évolué au sein d'un large canal, d'accord? On le voit très bien ici, ce canal légèrement descendant bleu ciel. Pourquoi c'est intéressant? Pour deux raisons. D'abord parce que en mars 2015, on est venu tester très scrupuleusement la borne inférieure de ce canal avant de rentrer dans un rebond. Sauf que le rebond en question, c'était pas vraiment un retournement haussier. C'était même plutôt un rebond très poussif qui s'est inscrit ici au sein d'un flag qu'on voit bien ici en bleu ciel, en bleu marine, et à l'intérieur duquel les vagues de hausse et de baisse s'alternaient jusqu'à venir à nouveau ici casser la borne inférieure donc du flag et revenir sur ce fameux maintenant triple bottom pratiquement qui se trouve autour des 1,05, qui est le niveau de seuil pour l'instant clé de ce sous-jacent euro-dollar. Donc seuil qu'il faudra casser pour envisager une accélération baissière plus importante. Techniquement, nous privilégions encore ce scénario, à savoir la cassure baissière de ce niveau et un retour vers la parité absolue dans un premier temps. Alors je vais être très franc avec vous, moi la parité absolue 1 contre 1, ça reste une zone plutôt psychologique, c'est pas un objectif technique que j'avais
Si vous étiez venu me voir il y a quelques mois, voire 1 ou 2 ans, je ne vous aurais pas parlé de cette parité-là. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que cette parité absolue correspond aujourd'hui pratiquement à la borne inférieure du canal, ce qui lui donne un cachet beaucoup plus intéressant. Donc effectivement, l'euro-dollar, pour nous, quand on a une baisse comme ça, avec une temporalisation qui ne marque pas vraiment d'accélération, on a plutôt tendance à rester prudent, car il serait plus vraisemblable de voir les cours repartir à la baisse que d'exploser à nouveau à la hausse. Maintenant, sait-on jamais. Alors, on me demande Ellie me demande si je ne pense pas qu'on est à la veille d'un crack, car la hausse des actions est assez impressionnante. Et il continue en disant, ah non, c'est quelqu'un d'autre qui me dit liquidité importante sur euro-dollar et spread faible, une banque US prévoit la parité d'ici 1 an. Bon voilà. Donc effectivement, ça va dans le sens de ce qu'on pensait nous. Ça va également un petit peu dans le sens de la macroéconomie actuelle, puisque on l'a vu avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le dollar a eu le vent en poupe. Alors pour ce qui est de la question sur le crack, les gens qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de mouiller. Ça fait un moment que je me pose cette question de savoir, attendez, c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une conjoncture économique ou des économistes purs qui vous disent qu'on est dans des situations tendues, difficiles, voire catastrophiques, avec des dettes, avec du chômage, avec des crédits default swap, avec ce qu'il y avait avant du subprime, avec des taux bancaires très très bas, donc forcément une économie encore un peu douloureuse. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que les marchés pourraient repartir à la hausse? Sur quelle base? Bon, maintenant, il est vrai aussi qu'il y a cette aptitude parfois à fonctionner en flux tendu, comme ils sont en train de le faire, avec une politique de dopage des banques centrales qui fait que les marchés tiennent et peut-être qu'à un moment, l'économie ça pourrait s'assainir d'une façon ou d'une autre avec tel ou tel autre événement. Bon, je ne serais pas aussi tranché que je l'étais avant, où je pensais effectivement que tout ça pouvait pas durer et qu'on allait finir par se casser la figure. Aujourd'hui, je mesure un tout petit peu mes propos, juste par expérience, à force d'avoir vu que les consensus étaient jamais, s'avéraient jamais être bons, que plus on attend quelque chose, moins il arrive, hein, n'oubliez pas ça. Et on l'a vu à la fois, on le voit à la fois en matière de bourse, comme on l'a pu le voir en matière politique ces derniers temps, entre le Brexit et Trump, qui étaient 2 événements absolument pas attendus, qui ont quand même eu lieu. Donc aujourd'hui, effectivement, de là à savoir si on est en face à un crack, je me prononcerai hélas pas. J'aurais tendance à dire que je reste malgré tout prudent, parce que j'ai encore du mal à envisager une hausse pérenne, mais je n'irai pas contre le vent, et si le marché me dit bah écoute viens je t'emmène, et ben j'irai avec lui parce que je veux pas laisser passer certaines opportunités sous couvert d'une analyse assez efficace par ailleurs. Allez, on regarde le CAC, on est dans le bon timing. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le CAC? On voit ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais avant ça, on va regarder autre chose. Regardez ici, je me souviens très bien de cette phase, assez douloureuse d'ailleurs, qui avait eu lieu courant 2010, où le CAC était rentré dans un canal très poussif, avec, on le voit à l'intérieur du canal, des phases de baisse qui viennent corriger pratiquement au niveau des phases de hausse précédentes, c'est-à-dire que voilà, on marque pas des plus hauts très conséquents, ni des plus bas très dénivelés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, hein, à la cassure de ce canal, on voit une accélération baissière, donc ce qu'on disait tout à l'heure, sortie d'une figure chartiste importante, donc potentiel de baisse important. Voilà. Depuis septembre 2011, les cours étaient rentrés jusqu'au début de cette année, au sein d'un canal haussier, hein, duquel ils sont sortis très violemment au début de cette année 2016. C'était pour nous un signal de baisse, cette cassure de canal très fort. Aujourd'hui, on commence à nouveau à être un peu circonspect. Ceci dit, tant qu'on ne revient pas à l'intérieur du canal en pullback, on ne peut pas, nous, estimer qu'une tendance haussière de long terme peut être à nouveau envisagée sur le CAC 40. Maintenant, il va falloir voir ce que va donner ce début 2017, qui pourrait rester haussier si jamais la fameuse résistance de 4750, 4008 venait à céder assez fortement sur l'indice majeur de la place parisienne. Voilà. Donc ce qu'on pouvait voir ensemble aujourd'hui dans ce dernier volet de la session 2016 en partenariat avec Commerzbank va être résumé ici.
Donc, quels sont les différents facteurs révélateurs d'une tendance claire à venir pouvant donc permettre d'en profiter de façon optimale? Je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5 exemples. C'est pas une liste totalement exhaustive, mais c'est une liste qui va regrouper la majeure partie de ce que vous pourrez envisager. Donc, repérage d'une droite, à chaque fois, vous avez le signal et l'action qui va avec le signal. Hein. Donc, repérage d'une droite de support. Donc, si vous repérez une droite de support, ascendante, descendante ou horizontale, hein, sur un actif quelconque, vous pouvez acheter à chaque test de la dite droite de support. Je pourrais rajouter ici que vous n'avez pas grand-chose à perdre et que le jour où ça casse, parce qu'à un moment ça cassera, et ben vous pouvez faire ce qu'on appelle un reverse, c'est-à-dire revendre votre position acheteuse pour initier une position baissière, et là vous pouvez être sûr que vous allez bénéficier d'un potentiel intéressant, puisque très souvent, lorsqu'on repère une droite de support ou de résistance, la cassure va engendrer un potentiel assez intéressant, c'est tout à fait logique. Après, vous pouvez repérer une droite de résistance ascendante, descendante ou horizontale, et cette fois, évidemment, au lieu d'acheter à chaque test de la droite en question, puisque c'est une droite de résistance, vous allez vendre à chaque test de la dite droite de résistance. Hein. C'est très simple. On l'a vu notamment sur Michelin, il y avait deux droites qui ne correspondaient pas à un canal, donc une droite de support et une droite de résistance. Après, vous pouvez repérer un canal, ce qui est le niveau supérieur à la droite, puisqu'il s'agit de deux droites, cette fois, parallèles, qui vont enfermer l'évolution des cours. Et là, lorsque vous repérez un canal, vous pouvez évidemment acheter la borne inférieure et vendre la borne supérieure du canal, de façon, là encore, tout à fait logique. Et là aussi, envisager un reverse assez intéressant lors de la rupture du canal. Ensuite, lorsque vous repérez la cassure nette d'une figure de continuation, donc figure de continuation, ça peut être un flag. Flag, donc en version originale, c'est un drapeau en français. Hein. Lorsque vous repérez soit un flag, soit un triangle, soit éventuellement un petit canal, etc., et que vous en sortez, vous commencez à en sortir à la hausse si vous étiez dans une tendance haussière avant, ou à la baisse si vous étiez dans une tendance baissière avant, eh bien, il va falloir acheter ou vendre, hein, selon le sens précédent, la sortie de figure. Donc, si vous étiez avant l'entrée dans la figure dans une phase de hausse, bah, vous allez acheter à la sortie de la figure en question. Enfin, la cassure nette, cette fois d'une figure dite de retournement, hein, ça peut être un wedge. Donc wedge, on en a vu plusieurs, c'est ce qu'on appelle un biseau. On en a vu sur le CAC, sur le pétrole notamment. Vous pouvez avoir des épaules tête-épaule. Hein, on en a vu une qui était en apparence possible sur Publicis. Vous pouvez avoir un diamant aussi. Alors j'en ai pas amené un ici, mais je sais qu'il y avait un diamant à un moment sur BNP. Et donc, ce qui va vous intéresser ici, ça va être d'acheter ou de vendre selon le sens précédent la figure en question à la sortie de figure. Donc, si vous êtes sur une figure de retournement, si vous étiez avant à la hausse, vous allez donc sortir à la baisse, et si vous étiez avant à la baisse, vous allez donc sortir à la hausse. Hein, c'est le propre du retournement. Conclusion, comme on l'a vu ensemble rapidement, les tendances ne sont pas si difficiles à repérer ni à analyser, contrairement aux phases de consolidation. Maintenant, toute tendance ne bénéficie pas forcément, hein, attention, d'un point d'appui tel qu'une droite, de support ou de résistance, ou encore d'un canal. Vous pouvez très bien, on l'a dit, avoir des tendances nettement haussières, nettement baissières, qui ne s'inscrivent pas dans un canal, ni au-dessus d'une droite, d'accord? Ou au-dessous. Il faut donc apprendre à déceler ce genre de figure dans un premier temps, puis apprendre par la suite à en tirer profit dans une stratégie d'investissement de court ou plus long terme. Une fois que vous aurez assimilé ces éléments, on va se rendre compte de l'efficacité de telles méthodes, et notamment pour les détections des renversements de tendance qui peuvent très souvent être effectivement très profitables, comme on l'a vu avec des figures dites de retournement par exemple. Enfin, je vous ai mis un petit slide que je mets assez souvent dans mes présentations avec Commerzbank. Comment choisir un produit? Parce que vous allez me dire très bien, c'est gentil tout ça, mais si moi je veux essayer de jouer une tendance en allant plutôt sur un produit que sur une action elle-même, comment je peux faire? Bon, posez-vous les questions suivantes. Hein, c'est un petit mémo qu'il faut toujours se poser avant d'envisager effectivement de se positionner sur un produit quelconque. Quel est mon degré de conviction dans le scénario? Bon, parce que effectivement ça c'est important. Si vous avez une très forte conviction dans un scénario, peut-être que vous pouvez prendre des produits un peu plus agressifs. Quel est mon degré de conviction dans le timing? Si par exemple, ça c'est très important aussi, si par exemple vous avez une très forte conviction sur un titre en disant « Ah, moi je sais, mais alors je suis sûr que le titre Orange va monter là va aller jusqu'à 15 €, bon par exemple, il faut savoir quelle est votre conviction dans le timing. Parce que si vous pensez qu'il va y aller vite, de façon assez efficace, vous pouvez prendre des produits assez agressifs qui ont éventuellement une incidence sur la valeur temps.
En revanche, si vous n'avez aucune confiance dans le timing, vous dites oui, je sais qu'on va aller à 15, mais on peut encore tergiverser pendant 3 mois, là, en l'occurrence, il faudra mieux acheter un turbo, par exemple, parce que le turbo n'a pas de valeur temps, alors qu'un Varan, lui, va jouer de sa valeur temps. Quelle perte maximum suis-je prêt à supporter? Il y a beaucoup de produits boursiers qui ont ce qu'on appelle des barrières désactivantes, notamment le turbo, qui vont faire que vous pouvez être désactivé d'une ligne de portefeuille, c'est-à-dire que si le turbo arrive à 0 dans la durée de détention que vous aviez de ce turbo, bah, vous allez perdre l'intégralité de ce que vous avez mis sur ce turbo, ce qui n'est pas le cas sur une action ou sur d'autres types de produits en général. Quelle durée de détention du produit puis-je tolérer au maximum? Si vous achetez par exemple un produit sans maturité, il faut voir combien de temps vous pouvez le garder avant éventuellement d'envisager de devoir le revendre. Et enfin, quelle est mon activité sur le marché? Parce que là encore, il est évident que si vous prenez des produits très réactifs comme des Varans, des turbos, dans un marché agité, il faut absolument pouvoir réagir sur le marché en temps quasi réel afin de ne pas laisser passer quelques opportunités qui pourraient arriver. Voilà. Alors, je vous ai mis les performances de DT Turbo clôturées, je crois, fin novembre maintenant, de notre service, donc DT Turbo, depuis le début de cette année, donc 2016. Vous voyez qu'on est à 75% de gains, ce qui reste à peu près dans la lignée des années précédentes. Hein. L'année n'est pas encore tout à fait clôturée, mais je pense qu'on sera à peu près autour de ces eaux-là. Vous voyez que depuis la création, le service a oscillé entre, au pire, 61% de gains et au mieux 106% de gains en 2014. Voilà. Alors que, et c'est intéressant de voir que le CAC en 2014 n'a rien fait, hein, puisqu'il est resté pratiquement stable durant toute l'année. Sur ce slide, de quoi nous joindre, donc n'hésitez pas, envoyez un mail à info pour nous dire si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu vous répondre là, si vous souhaitez avoir des informations sur nos services, type DT Turbo par exemple, ou d'autres, si vous souhaitez recevoir la présentation PDF de cette conférence que nous venons de faire ensemble. Visitez notre site également, vous pouvez y trouver des vidéos, des tutoriels, vous pouvez également y lire nos articles, hein, nous suivre sur Twitter, @DaggerTrading, ou sur notre page Facebook DT Expert. Nous avons également une chaîne YouTube DT Expert. Et petite cerise sur le gâteau, pour ceux qui veulent, je serai moi-même jury donc des talents du trading sur BFM Business, donc ce lundi après-midi, en direct, donc sur BFM Business, hein, pas BFM TV, et cette finale aura lieu de 16 à 17 h. Voilà. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre en cette fin d'année. Il y aura une nouvelle session de webinaire DT Expert avec Commerzbank l'année prochaine, en 2017, donc vous recevrez des invitations pour suivre ces webinaires sur des sujets, des thèmes inédits. Ce webinaire sera également disponible pour ceux qui auraient raté le début, par exemple, en replay sur le site de Commerzbank et sur notre chaîne YouTube DT Expert, je pense courant de semaine prochaine. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent week-end, de bons investissements et de très belles fêtes de fin d'année également. Et je vous dis à l'année prochaine.